Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Toutes les questions que tu te poses au début, ce truc moi je m'imaginais skier sur un ski. Lui, il est venu, il a pris le temps, il s'est posé, il m'a enlevé sa prothèse, il m'a montré. Et puis déjà, c'est que quand moi je l'ai vu arriver, j'avais pas vu qu'il était amputé surtout. Donc quand il m'a dit, regarde, moi je suis médecin, je suis amputé, ça se passe très bien. Il répond à toutes mes questions de qu'est-ce qui m'attend dans ma rééduc. Je savais un peu tout ce qui... J'avais plus en fait toutes ces questions que tu peux te poser qui font peur. Et très vite, il m'a dit, dans 6 mois, on va skier ensemble, il n'y a pas de souci. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est surtout une grande histoire de vivre ensemble. Tribune et Podium est partenaire des Eurogames, le festival européen du sport inclusif et de la diversité. L'événement se tiendra à Lyon du 23 au 26 juillet. Et pour l'occasion, je reçois l'un des ambassadeurs de l'événement. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Aujourd'hui, on part sur les pistes de ski en compagnie de Jordan Broisin, originaire d'Annecy. On peut dire qu'il est né ski au pied. Mais lui, ce qu'il préférait dans le ski, c'était surtout les moments de partage avec les copains. La compète était en quelque sorte un passage obligé pour continuer. Et puis, à l'âge de 15 ans, Jordan est victime d'un grave accident de la route. Il est amputé d'une partie de sa jambe et perd sa mobilité et sa force au niveau d'un bras. Alors avec le soutien des médecins, il faut seulement quelques mois à Jordan pour rechausser les skis. Il découvre le paraski alpin et se prend à rêver de gagner une médaille aux Jeux paralympiques. Alors dans cet épisode, il raconte sa première Paralympiade à Pyeongchang en 2018 et en tant qu'ambassadeur des Eurogames, il parle aussi de l'inclusivité de toutes et tous à travers le sport. Je te souhaite une très bonne écoute avec Jordan Broisin et ensemble, vibrons plus fort. Avec mon invité du jour, on partage l'amour du ski et de la montagne. Tête brûlée quand j'étais enfant, aujourd'hui j'assure la prudence sur les pistes, des grands virages avec une vitesse raisonnable, à l'opposé donc de ce que font les skieurs professionnels. Jordan Broisin, lui, il combine toutes les disciplines du paraski alpin, slalom, géant, descente, super G et combiné. Et à l'heure qu'il est, les skis sont rangés avant d'entrer dans une nouvelle année paralympique. Il est aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Jordan. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans ce nouvel épisode. Pour te présenter aux auditeurs et aux auditrices, j'aimerais que tu le fasses, mais sans parler de sport. Merci Solène de m'avoir convié à cet exercice. Comment me présenter ? J'ai 31 ans, je suis né à Annecy, au cœur des montagnes. Une passion, forcément les montagnes, depuis que je suis né. Je ne dois pas parler de ski là. C'est difficile comme exercice. Hein. Du coup, passion orientée montagne, forcément, et j'ai grandi par là-bas. Passionné de compétition, je ne dirais pas ça, mais voilà. Après, un accident qui vient un peu chambouler ma vie quand même, à l'âge de 15 ans en moto. Je me retrouve amputé d'une jambe et avec 2 nerfs touchés à l'épaule gauche, qui a changé ma vie, qui m'a réorienté vers le sport. Voilà, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Et je suis très heureux de continuer à vivre ma passion comme ça. Eh ben, on va parler de tout ça, évidemment. Raconte-moi déjà, en grandissant à Annecy, je veux pas faire de généralité, mais globalement, tous les Annéciens font du sport. C'est vraiment la terre même du sport par excellence, entre le trail, le ski, en plus il y a le lac et tout. Enfin, vraiment, le contexte s'y prête. Toi, c'était logique d'en faire quand tu étais petit, du sport ? L'environnement s'y prête bien avec plein de terrains de jeu de partout. Mais moi, c'est surtout le ski. Forcément, dès qu'il y a de la neige, on a envie d'aller jouer dedans. Au début, mes parents m'avaient monté pour aller faire de la luge, regarder ma sœur faire du ski. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit moi aussi, je veux en faire. Moi aussi, ça me tente bien. Et depuis, j'ai pas lâché. Et ouais, c'est assez naturel. Moi, mon père était fondu. Après, il y a des jeunes de la vallée qui n'en font pas, mais qui font sûrement plein d'autres sports aussi quand même. Moi, c'est devenu vite une passion. Tu te rappelles de cette première fois justement où tu chausses les skis, de ce que tu as ressenti ? Tu devais être tout petit, donc...
Et ben, je me rappelle pas du tout. Et c'est triste. Je me dis, là, je suis en train de préparer le monitorat de ski et je dis toujours, moi, c'est un peu bizarre, mais je me souviens pas avoir appris à skier parce que c'était à l'âge de 2, 3, 4 ans. Et du coup, j'ai pas comment c'était, qu'est-ce qui a été dur à ce moment-là et tout. Puis à cet âge-là, on sait qu'on est plus malléable, que tout se passe bien et qu'on n'a pas peur. Donc tous ces trucs-là, je me souviens pas. Je sais que j'ai toujours été bon en ski, j'ai toujours aimé ça et voilà, je me suis construit là-dessus. Et donc très vite le club de ski, j'imagine, ça vient logiquement dans ton parcours, quoi. Bah, logiquement, c'est mes parents qui avaient vu une annonce dans le journal pour un club de ski sur Annecy et qui m'ont dit, est-ce que ça te tente? Bah, j'ai dit, ouais, ça me permettra de faire encore plus de ski, donc c'est super. Et j'ai fait 3 années de sport-études là-bas à Annecy avant de me rendre compte que bah, c'était quand même très contraignant. Et puis justement, dans la compétition, je trouvais que je prenais moins de plaisir. Il y a des moments où je me forçais un peu et je m'éloignais un peu de ce plaisir de skier. Donc j'ai mis ça un peu de côté à un moment donné. Justement, cette première compétition, la toute première, avant que tu te rendes compte que la compète, c'était un peu mi-figue, mi-raisin pour toi. Comment tu t'abordes cette première compétition? Est-ce que tu t'en souviens? C'était sur quelle spécialité du ski? Je m'en souviens pas trop de la première fois vraiment où j'ai fait une compète. Ce que je sais que c'est que à l'époque, je prenais plutôt ça comme un jeu. Voilà, c'était une compétition, mais c'était plutôt faire la course avec les gamins, comme dans la cour de récré. On fait la course en courant, quoi. Nous, on le faisait sur les skis, mais je me mettais pas trop la pression là-dessus, quoi. Mais je suis pas trop passé par le SF avant d'arriver au ski Ok. club. J'ai beaucoup skié avec mon père, du coup, qui m'a appris beaucoup de choses. Et après, quand je suis arrivé en ski club, il nous faisait pas forcément passer ces trucs-là. On se battait entre nous. On savait qu'on avait un niveau. Alors, une fois, je crois qu'on l'a fait pour rigoler, voilà, mais assez vite, ça s'est orienté vers l'or. Et du coup, c'était plutôt vraiment cette idée de se battre contre les copains et de se faire plaisir sur le week-end, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des gens, des athlètes, des noms qui te font un peu rêver dans le ski français ou international, hein, à ce moment-là, où tu te dis ah j'aimerais bien être à leur place? Bah, à ce moment-là, il y avait les stars de l'époque. Forcément, moi, j'ai l'impression que les anciennes stars, enfin, je sais pas comment on peut dire, je vais pas dire ça non plus, mais les stars des années 90 qui ont forgé les 90-2000, elles avaient une plus grosse empreinte, j'ai envie de dire, dans le monde du ski. Je me souviens de Régine Cavagnou, de Carole Montillet, de grands noms comme ça. Après, ben, je veux pas citer les plus anciens comme Kiliot, mais ils avaient déjà laissé un peu des traces. Et forcément, c'est des noms qui parlent, où on s'inspire de ouf à cet âge-là, quoi. Comment tu te rends compte que la compète, ça te plaît, mais en même temps pas tant que ça, quoi? Ben, moi, c'est les moments où ben, voilà, on était un peu obligé, tout temps, toute neige, d'y aller avec la fatigue. Ce qui m'a désavantagé beaucoup, c'est qu'on était quand même un peu loin. Mes parents habitaient un peu loin de l'école et du départ des bus pour le ski. Et ça faisait beaucoup, beaucoup de trajets matin, soir, tout le temps. Et c'était très fatigant. Et en fait, ce qui est con dans le ski, c'est qu'il y a beaucoup de préparation entre le trajet, s'habiller, machin, pour des fois 3, 4 fois 5 minutes de plaisir sur la piste. Et après, tu redescends et tu refais tout ça dans l'autre sens. Et du coup, faut vraiment optimiser ce temps-là et être sûr que sur ce temps-là, on s'amuse à fond. Et il y a des moments où je trouvais plus plaisir là. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de paraski, de pratique handisport dans le ski avant d'avoir ton accident? Pas trop. J'avoue que c'était un monde un peu à part. J'en ai pas plus entendu parler que ça. Moi, je me souviens juste que quand on m'a dit que j'étais amputé, l'image que j'avais, c'était un skieur sur une jambe. J'avais dû en voir une fois sur les pistes et je m'imaginais skier comme ça du coup. Bah, je sais pas dans quelle station toi t'as évolué, mais moi j'ai beaucoup skié au Grand Bornand. Et j'ai souvenir vraiment de voir régulièrement des personnes en situation de handicap sur des skis. Et du coup, c'est vraiment un des sports pour moi où il y a ce truc où c'est presque commun d'en voir quand toi tu fais ta descente, de voir quelqu'un qui est peut-être assis sur son ski ou des personnes qui sont amputées parce que c'est l'endroit où la mixité se fait peut-être le plus que dans, j'en sais rien moi, sur un terrain de badminton ou Bah, c'est sûr que le ski offre cet avantage, c'est qu'on peut pratiquer handi comme valide dans les mêmes parcours sur les mêmes terrains. Donc on peut assez vite aller skier ensemble. Moi, je sais pas si on en parlera peut-être plus tout à l'heure, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller skier avec mes copains très vite. Et forcément, ça se fait beaucoup mieux que sur un terrain de foot ou autre, où bah, forcément l'impact
se mesure plus vite. Et le Grand Bornand, tu as de la chance parce que c'est une des stations un peu pionnières où ils ont un gros pôle handisport avec Handisport Annécien qui fait un gros boulot pour mettre à dispo des fauteuils. Il y a il y a de plus en plus de stations qui poussent l'accessibilité là-dessus avec des fauteuils à disposition même du grand public, mais pas partout non plus. Ouais, mais c'est peut-être pour ça du coup que j'ai cette vision peut-être un peu biaisée. Toi, tu l'as dit, tu as eu ton accident à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe après du coup? Combien de temps se passe entre l'accident, le moment où tu apprends que justement t'es amputé, que tu perds aussi au niveau de l'épaule? Enfin, raconte-moi un peu ce moment charnière en fait dans ta vie, parce que aujourd'hui tu as vécu plus de temps en situation de handicap que en situation de validité complète. À ce moment-là, pour toi, c'est qu'est-ce qui t'arrive? C'est la vie qui s'écroule? Tu sais que ce jour de moitié-moitié de temps de vie amputé et tout, je l'ai passé il n'y a pas si longtemps, hein. C'était en mars cette année. Ah ouais, tu vois. C'était ma Tu petite l'avais en date, tête. je l'avais en tête, c'était ma petite date anniversaire où voilà, j'ai passé un cran, on va dire. Mais non, en fait, ce que j'ai dit, moi, quand je me suis réveillé après l'accident à l'hôpital, je savais pas trop où j'habitais. Assez vite, en fait, on est venu me dire que j'étais amputé. Au début, c'est surtout ça qu'on a vu. J'ai eu beaucoup de chance. Le médecin qui m'a annoncé ça, il était lui-même amputé. Et du coup, ça m'a aidé, mais d'une force hallucinante. C'est que, en fait, toutes les questions que tu te poses au début, ce truc moi, je m'imaginais skier sur un ski. Lui, il est venu, il a pris le temps, il s'est posé, il m'a enlevé sa prothèse, il m'a montré. Et puis déjà, c'est que quand moi je l'ai vu arriver, j'avais pas vu qu'il était amputé surtout. Donc quand il m'a dit, regarde, moi je suis médecin, je suis amputé, ça se passe très bien. Il répond à toutes mes questions de qu'est-ce qui m'attend dans ma rééduc. Je savais un peu tout ce j'avais plus en fait toutes ces questions que tu peux te poser qui font peur. Il a répondu très vite et du coup, ça m'a donné de la sérénité dans la reprise. Et très vite, il m'a dit, en fait, dans 6 mois, on va skier ensemble, il n'y a pas de souci. Et là, forcément, dans mes yeux, il y avait des étoiles et je me suis dit, c'est bon, ma vie, elle repart, j'ai pas de souci, quoi. C'était important pour toi que ça soit presque devenu invisible en fait dans les yeux de la société ou même pour toi, tu vois? Moi, ce que j'ai vu en lui, et il l'incarnait très bien, c'est que quand tu voulais le cacher, tu mets un pantalon et ça se voit pas. Et autant, il y a des fois, tu peux l'assumer pleinement. J'entendais qu'il allait courir au bord du lac d'Annecy en short. Et forcément, ça peut interpeller les passants, mais si tu l'assumes pleinement, c'est aussi bien de pouvoir le montrer. Et c'est là où on apprend à casser un peu les tabous, de montrer de plus en plus, d'amputer de personnes en situation de handicap. Tu l'as dit au Grand Bornand, d'en voir, ça permet de trouver ça normal et d'intégrer totalement dans la société. Et tu te dis que une nouvelle vie est possible aussi peut-être? C'est sûr que tu crois beaucoup plus quelqu'un à qui c'est arrivé que le médecin valide qui te dit oui, j'en ai vu 1000, ça s'est bien passé, quoi. Enfin, là, lui, il l'avait vécu, je pouvais pas ne pas le croire. Et puis, c'était la preuve par l'exemple, donc forcément, ça aide. Et du coup, c'est la première fois où tu rechausses les skis, que tu mets tes chaussures de ski. Comment ça se passe? Raconte, parce que du coup, il y a aussi un matériel à adapter. Au niveau de la prothèse, c'est pas la même prothèse. Il y a des choses nouvelles quand même à apprendre. Comment ça se passe? Et là, j'ai été bien entouré par mes prothésistes là, à Annecy. En fait, ils avaient déjà eu le cas de figure, hein. J'étais dans une région où c'était plus propice. Ça arrive. Ils savaient le faire. Et très simplement, même si c'était encore une prothèse provisoire à l'époque, je me souviens, en plastique et tout. Et ils ont juste mis une petite cale pour pré-incliner la prothèse, en fait, que je sois un peu en position de ski, là, les genoux un peu fléchis. Ils m'ont mis une mousse pour caler le tube dans la chaussure de ski et banzai, quoi. En fait, il n'y avait pas plus que ça à adapter. Et on est remonté avec mon père sur les pistes de la Margeria à côté de chez moi. Le début, c'était hallucinant parce que moi, je m'attendais à galérer un peu et en fait, je suis sorti du télésiège, j'ai fait 4-5 courbes et je me suis dit, mais c'est bon, quoi, je reskie et je retrouve des sensations qui sont très proches de ce que j'avais. Et voilà, après, moi, j'ai un moignon très court, donc il y a des conditions de ski qui me vont pas, genre dans la grosse poudreuse ou autre, parce que dès qu'il faut un peu se mettre sur l'arrière, j'ai beaucoup moins de contrôle. Mais sur la piste, j'ai retrouvé très vite des bonnes sensations et ça aussi, ça libère d'un poids, quoi. Ça fait une étape de franchie qui aide à aller plus loin. C'est à peu près combien de temps après ton accident que tu remets des skis?
C'était moins de 6 mois. Moi, j'ai eu l'accident fin mai et mi-décembre, je crois, aux premières neiges, on a pu y aller, quoi. Et donc après, quand est-ce que tu retrouves le club de ski et que tu te dis je vais reprendre le ski, je vais peut-être même en faire mon taf, ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, comment ça se déroule? Ça, beaucoup plus long parce que moi j'avais un peu mis de côté la compète à ce moment-là, c'était pas un objectif de vie. J'avais surtout envie de retrouver le ski plaisir, de ski avec les copains, parce que je disais, je suis plutôt allé retourner faire des sorties avec les copains ou pareil, ils étaient assez vite dégoûtés que je reskie assez vite mieux qu'eux parce que j'avais quand même un très bon niveau et je l'ai récupéré en grande partie vite. Et c'est plus ça qui m'a drivé au début, de retourner m'amuser dans la neige, reprendre du plaisir. Et la compète, elle est venue un peu plus tard. En fait, j'étais fin de seconde quand j'ai eu l'accident. En première, j'ai pas fait du tout de sport à l'école. Enfin, je faisais ma rééducation. Et en terminale, en fait, pour passer l'épreuve au bac, j'ai un prof de PS qui était génial, qui a qui a adapté les épreuves de PS pour moi. Alors beaucoup, j'étais sur le barème femme en fait pour les notations. Ça me convenait assez. Puis il y a certains sports, du coup, il a fait quelques dérogations pour que certains sports que j'arrivais pas à faire, on en fasse d'autres. Ouais. Et puis c'est là où il m'a dit, mais parce que je reprenais quand même le ski, j'avais repris le ski avec l'AS le mercredi au lycée. J'étais dans un lycée qui le permettait. Je sais que tous les lycées ne le permettent pas. Et il me dit, mais vu comme tu skis et tout, je sais que tu faisais de la compète, est-ce que ça t'intéresserait pas de passer l'option ski au bac? Parce que c'est dans notre région, c'était une option qui existait en sport en complémentaire. On la propose pas souvent aux Bretons, par exemple. Non, elle est même pas disponible dans certaines régions, mais en Rhône-Alpes, elle l'est carrément. Et il me dit, en plus, tu penses que tu as un bon niveau. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à adapter ton handicap, quoi. Parce que forcément, s'il prenait pas le handicap en compte, j'allais un peu plus galérer à passer l'épreuve. Et donc, on a fait toutes les démarches. Et le jour de l'épreuve, donc j'ai pas pu aller. Je crois que c'était au Grand Bornand justement l'épreuve standard. Et du coup, j'ai dû aller à l'Alpe d'Huez un peu plus loin avec les Isérois, parce que en fait, ils avaient prévu quelqu'un spécialement pour moi qui était spécialiste du handiski. Alors, c'est une personne que, si elle m'entend, j'aimerais bien retrouver son nom parce que elle a beaucoup aidé dans cette démarche et je sais pas son nom. Mais en fait, ce monsieur, en fait, il m'a vu skier, il a vu que j'avais fait mes 2 épreuves de géant très bien et après, on a 5 minutes d'entretien où il pose normalement des questions sur le ski et en fait, il a pas arrêté de me dire, vu ce que tu fais en ski, est-ce que le handisport, t'intéresserait pas? Pourquoi tu te relancerais pas dans la compétition en handisport? Tu verras, ce que t'aimais un peu moins en valide, la confrontation, l'ambiance et tout, pas ouf. Tu vas le retrouver d'une autre manière en handisport, qui est plus dans l'entraide et tout. Et c'est lui qui a mis un peu la puce à l'oreille, qui m'a mis l'idée en tête en tout cas, qui a planté la graine. Et je me retrouve après, en fait, je suis parti faire des études scientifiques en prépa. Donc, j'avais pas trop le temps de skier tout de suite après le bac. Mais voilà, c'est là où j'avais l'idée en tête. J'ai voulu recontacter un club handisport. C'est pas fait tout de suite. La première année, je crois que la compète a été annulée. Et, j'avais pas beaucoup de dispo. Et quand j'étais dispo, ça a pas fait. Et la deuxième année, j'ai pu faire et j'ai refait pas mal de courses. Ça s'est trop bien passé. J'ai trouvé des gens formidables en plus là-bas. En fait, je fais ma prépa à Lyon, là, au lycée du Parc. Et du coup, j'ai contacté le Handisport lyonnais. C'est pour ça que je suis affilié au Handisport lyonnais. Ouais. C'est par mes origines et que j'ai trouvé des gens super au Handisport lyonnais qui m'ont accompagné, qui m'ont poussé pour réussir à faire le maximum d'épreuves de Coupe de France, aller au championnat de France. Et après, c'était une boule de neige, l'effet boule de neige. J'ai eu envie, ça s'est bien passé. On m'a dit, t'as un bon niveau, pousse, jusqu'à qu'on me dise, viens en équipe de France. Et j'ai dit, moi, je sais ce que c'est le haut niveau. J'en suis déjà sorti. Si je me remets dedans, il faut qu'il y ait un objectif un peu sympa. Et l'objectif, c'était les Jeux paralympiques. Du coup, c'était lesquels dans un premier temps? Donc ça, on était, je parle de tout ça, c'était 2014-2015 beaucoup. Et du coup, c'était en vue de 2018. Parce que il y avait Sochi qui venait d'avoir lieu. Pareil, il y avait ceux de l'équipe de France qui me racontaient un peu Sochi avec des étoiles plein les yeux. Il y a eu pas mal de belles médailles françaises. Avec à l'époque Marie Bochet notamment, qui est vraiment le
l'étendard, on va dire, de l'équipe de France paralympique. Marie, elle venait de revenir avec 4 titres paralympiques, c'est pas rien. Il y avait Vincent Gauthier qui avait fait un titre et 2 autres médailles. Et voilà, il y avait quand même Et des là, bons ça y est, tu résultats. te prends au jeu en te disant « Ah ouais, en fait, c'est possible ». Ce que tu n'avais pas forcément envisagé quand tu étais en école de ski avant l'accident et tout, est-ce que là, ça y est, tu te dis « Ah ouais, en fait, les jeux, la combinaison équipe de France, l'équipe de France ». Bah ouais, moi dans ma tête, c'était pas forcément un parcours de vie d'être sportif de haut niveau. Et là, ça devenait un peu plus accessible. Et puis l'expérience des jeux, c'est vrai que si elle était possible, c'est forcément, ça m'évite des étoiles dans les yeux, hein. Comme tout petit garçon qui regardait les jeux, je pense que on a envie d'y aller si on le peut. Donc forcément, j'avais ça dans la tête. De sélection, elle se fait quasiment à la dernière minute. On apprend, moi je crois que la validation, elle était le 5 février pour un départ, si je dis pas de bêtises, le 1 ou 2 mars, quoi. Donc moins d'un mois avant. Rien n'est sûr tant que c'est pas annoncé officiellement, même si bon, il y a des signaux qui font que tu te dis que t'es dans le wagon. Cette qualif, elle est dure. Moi, c'était mes débuts. Il fallait quand même des résultats où j'étais à chaque fois un peu à la limite de ce qu'on demandait pour y aller. Donc, j'étais vraiment pas sûr. Et puis voilà, c'était l'aboutissement de pas mal de préparation. Et puis il y a aussi l'autre truc, c'est l'organisation de faire venir la famille. C'était les Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud, d'organiser pour eux le voyage et de dire, en fait, si vous l'organisez et que j'y vais pas, comment on fait? Eux, ils vont passer un bon moment, ils vont encourager les autres sportifs, quoi. Mais bon. Ils étaient pas trop chauds d'aller jusque là-bas pour pas me voir. Ils le faisaient vraiment pour moi. En plus, j'avais des potes qui étaient un peu dans la région là-bas, qui avaient organisé en fait des périples là-bas, dans l'histoire que si j'y sois, ils puissent faire un petit crochet pour venir me voir. Et du coup, quand l'annonce de sélection elle est officiellement validée, c'est déjà un gros poids qui retombe. Et je me dis qu'une bonne partie du chemin elle est faite. Qu'est-ce que tu ressens déjà quand tu l'annonces à tes proches que ça y est, la qualif, elle est là et tout le monde va pouvoir y aller à Pyeongchang? Là, franchement, c'est déjà pour moi une partie du rêve qui se réalise, même si à ce moment-là, je me rends pas compte de ce que c'est vraiment les jeux. Et puis non, franchement, ça je saurais pas comment le dire, mais ouais, c'est déjà un gros soulagement, quoi. Qu'est-ce que c'est vraiment les jeux? Parce que du coup, tu te dis que tu te rendais pas compte. Là, tu le vis. En fait, c'est que à partir du moment déjà de l'annonce de la sélection, il y a beaucoup de choses qui se mettent un peu en place. Il y a déjà beaucoup plus de sollicitations aux médias, 2-3 journaux qui font le titre que voilà, ils ont un jeune qui va faire ses premiers jeux, ces trucs-là, voilà. Donc il y a déjà un peu tout ça. Pareil, les médias de la Fédé t'oriente aussi pour avoir un peu de contenu, pour avoir des choses à raconter pendant les jeux, tout ça. Après, voilà, on t'explique que tu vas quand même faire les jeux, qu'il va falloir être à la hauteur, machin. Enfin, on met un peu la pression quand même. Mais c'est vraiment, moi, je sais pas si tu veux l'aborder plus tard, mais c'est mon moment clé, c'est vraiment la première descente, quoi. C'est là où... Ah si, non, il y a eu quand même la fameuse entrée dans le stade. Pour la cérémonie d'ouverture. Ça, c'est aussi un moment assez unique. Moi, c'était pas tant l'équipe autour de moi, c'était vraiment cette entrée dans le stade où on l'a tous vu un peu à la télé, où tu te dis tu représentes ton pays, t'es là en groupe, t'es dans le collectif France, il y a les télés, et en fait ce stade il était assez hallucinant parce qu'ils avaient mis des LED sur chaque siège. Et quand on était à l'intérieur, en fait, on avait l'impression qu'il était vide. Moi, ça m'a fait une impression trop bizarre en rentrant. Je me suis dit, putain, on rentre dans un stade vide, ça change de ce qu'on a pu voir et tout. Oui. Je sais pas pourquoi la France, en fait, on s'est retrouvé très proche après de l'arrivée de la Corée du Sud. Et par contre, quand la Corée du Sud est rentrée derrière nous, là, on a senti le stade vibrer parce que je pense qu'ils avaient quand même une majorité de Coréens dans le stade. Et là, on s'est dit, oh, il est pas vide le stade. Il y a des gens aussi. Et là, on s'est rendu compte de ce que c'était un stade en effervescence autour de nous. Et enfin, moi, en tout cas, c'était ma première expérience comme ça.
Et je me suis dit, ouais, c'est un truc de ouf. Et après, le plus important, c'est la compétition. C'est ce qui fait officiellement de toi un athlète C'est paralympique. ça. Alors évidemment, il y a toute la dotation, il y a la cérémonie d'ouverture, mais Bah, je dirais descendre la que, piste, c'est autre chose, quoi. ouais, tant qu'on n'a pas pris le départ d'une compétition, enfin, d'une épreuve de jeu, on peut pas forcément dire qu'on est athlète paralympique. Mais là, en fait, c'était bah, une descente qu'on avait déjà faite, mais quand on l'avait faite un an plus tôt, il n'y avait pas de public, il n'y avait rien. Là, bah, on savait que ça comptait. Et en fait, cette descente, elle était assez incroyable parce que du départ, on voyait les gradins de l'arrivée et qui étaient très loin tout au C'est rare bout. en Et plus. c'est assez rare. Et ouais, je me souviens, il y avait vraiment un bon visuel. On voyait vraiment toute la tribune au fond. Et là, tu te dis, bon, bah, j'ai 1 minute 10, quoi, pour rejoindre cette aire d'arrivée, quoi, avec ben, le palpitant en plus de se dire, ben, en plus, c'est les jeux, quoi. Puis banzai, quoi, on y va. Et le moment d'arrivée, c'est que ben, ces tribunes, elles sont pas vides non plus, quoi. Il y a foule, ça crie dans tous les sens. Nous, on n'a jamais eu ça. Enfin, clairement, sur nos Coupes du Monde, si on a 15 personnes qui viennent nous voir, c'est déjà pas mal. Là, il y avait vraiment une tribune pleine qui gueule, les micros et tout. J'avais pas fait une performance folle, mais j'étais trop heureux d'être là, de vivre ce moment. Après, enfin, tu sors de ta raquette d'arrivée et normalement, bah, juste tu rejoins les copains, tu vas te changer. Sauf que là, ben, non, tu sors. C'est pas le deal. Là, il y a toute la presse. Tu sors, il y a déjà ceux de la Fédé qui t'équipent, qui t'habillent, qui te remettent au propre et tu fais tout ce qu'on appelle la zone mixte où tu passes devant toutes les caméras de tous les pays. Alors de temps en temps, il y a des journalistes qui t'interpellent, qui disent viens parler et tout. Et là, moi, il y a France 2 qui vient, qui me dit bah là, dans 2 minutes, on est en direct. Et j'étais pas du tout préparé. J'avais fait l'exercice en plus, donc. Et je dis, bah, dans un moment, c'était, ah, c'est trop cool et un peu stressant. Et on fait, voilà, mon premier direct. Et voilà, pareil, je l'avais vu à la télé de voir tout le monde, enfin, les sportifs qui se font interroger à chaud. Et là, tu comprends pourquoi des fois ils disent un peu n'importe quoi. Ah, c'est un métier, hein. Ah bah ouais, parce que du coup, t'as rien préparé et tu te retrouves à devoir répondre à des questions en direct sans avoir trop le droit à l'erreur, parce que t'es sur une chaîne française quand même, enfin une chaîne nationale. Et ça, ouais, c'était un des meilleurs moments, surtout que bah, tu finis ton petit parcours et après, moi, j'avais pu rejoindre ma famille qui était hyper émue parce que bah, voilà, on se retrouve ici après justement toute la préparation, le stress d'y être et tout, ça y est, c'est là, on est enfin dedans. Et pareil, ils étaient venus à la cérémonie d'ouverture, mais je les avais pas revus. Enfin, moi, j'avais pas pu les croiser depuis qu'ils étaient en Corée et tout. Et là, on se retrouve tous en tribune à pouvoir enfin célébrer ça tous ensemble. Il y avait 4 de mes copains aussi qui étaient là. Et ça, c'est vraiment mon moment où je me suis dit, putain, c'était grandiose, c'est les jeux et on y est. J'avoue que c'était peu importe ce qui s'est passé avant. Je me suis dit, bah, je me suis beaucoup donné et je voulais réaliser ce rêve. Il se réalise là, j'en profite. Je partage ça en plus avec ma famille et je profitais plus de l'instant que de penser à tout le avant, quoi. Enfin, en plus, moi, l'acceptation du handicap, elle s'est faite très vite. Donc Oui, ça. maintenant, je suis très heureux qu'elle m'ait permis de revivre ma passion, d'en faire mon job au quotidien. Mais j'ai pas l'impression, enfin, d'une revanche ou d'un revers, quoi. Quand tu arrives au jeu, c'est quoi ton objectif? Là, clairement, je savais que j'avais pas forcément pas de possibilité, mais la médaille, elle était dure à envisager. Aller chercher un classement au jeu, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des gens qui sont là qu'on n'a pas trop vu avant, donc tu sais pas trop comment tu vas pouvoir te comparer. Là, l'objectif pour moi, c'était, je savais que que c'était mes premiers jeux, que j'avais pas forcément d'objectif de médaille. C'était vraiment essayer de kiffer l'instant, de profiter voilà de toute cette euphorie médiatique, de vivre ce truc pleinement et d'apprendre le maximum de choses parce que dans ma tête j'avais quand même de plus en plus l'idée que ce serait pas non plus les seuls et uniques jeux que je ferais et que voilà il fallait ben voilà regarder un peu tout comment ça se passait et se préparer au moment peut-être où j'aurais plus d'enjeux sur les épaules ou plus de volonté, d'objectif, quoi. Du coup, tu profites aussi, j'imagine, des podiums des copains de l'équipe de France.
Ouais, bah, j'avoue que on a été assez comblés en tant que podium. Je crois que c'était une des meilleures Paralympiades. En plus, 2018, si je dis pas de bêtises, on est à plus de 20 podiums, enfin plus de 20 médailles. Enfin pas que à l'alpin, hein, mais avec le nordique et le snowboard. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé à Pyeongchang aussi, c'est qu'on avait un vrai village où on était tous ensemble, toutes les disciplines. C'est un peu moins le cas maintenant, mais bon, c'est les sites qui veulent ça. Et ce vrai village, il donnait une vraie cohésion. En fait, tous les soirs, on se retrouvait, il y avait un petit récap, chacun racontait un peu ses perfs de la journée. On allait justement à la place des médailles célébrer les médailles de tout le monde quand on pouvait, c'était pas loin. Et c'est sûr que ça crée une ambiance d'équipe, une émulation qui était fabuleuse. Qu'est-ce que cette Paralympiade, elle a changé pour toi, pour la suite, pour ta carrière? Pourquoi c'est l'événement qui t'a marqué comme ça? Bah moi, c'est l'événement parce que voilà, c'était la première, qu'il y avait le stress de pas forcément pouvoir être pris ou pas, de découvrir ce que c'était tout ça, parce que en fait, à froid derrière, une fois l'événement passé, je me suis dit mais en fait, c'est juste une grosse Coupe du Monde. Enfin, on n'a rien fait d'autre que faire 4 épreuves de ski, pas plus dur qu'ailleurs. Enfin voilà, après il y a tous les médias autour, mais à la fin, c'est pas plus différent dans le ski que ce qu'on a fait avant. Et du coup, c'est toute cette expérience, tout ce recul de se dire, ben voilà, j'y étais, j'ai fait ça, et ben je peux en tirer mes propres conclusions. Faire, ben moi, ce que je disais, hein, j'allais chercher des choses à apprendre, et j'ai vu plein de choses qui m'ont servi après pour la suite, quoi. Et maintenant, là, tu vois, je prépare les Paralympiades l'année prochaine, et le fait d'avoir vécu déjà deux, je suis beaucoup plus serein, quoi. Et puis, deux carrément différentes. Parce que tu parles de Pyeongchang, la vie au village, le public. Pékin en 2022, on n'est pas sur le même délire, quoi. Ouais. Et Pékin aussi, c'est une expérience à part entière. Comment ça s'est passé? Ben, Pékin, tu vois, en fait, tout le stress que j'avais en 2018 de pas être sélectionné, Pékin, c'est les 15 jours avant, fallait pas choper le Covid. On était en pleine épidémie, c'était le boom, là. Il y avait le nouveau variant qui contaminait à mort. Il y avait 1 million de cas, je crois, en France. Tout le monde l'avait, et nous, on savait que si on le chopait, c'était presque une croix sur les jeux, quoi. Donc, un stress ouf de 15 jours avant. Moi, j'avoue que je me suis fait prendre dans ce stress sans m'en rendre compte. Ça s'est manifesté par des douleurs de dos, des trucs. Parano aussi, peut-être, du Ouais, moindre truc, la moindre relation que tu peux avoir avec un être humain. C'était ça. Même sortir de chez toi, ça devenait une épreuve, et ça, ouais, c'était un peu dur à vivre. Sur place, ben, complètement une autre ambiance. Tu l'as dit, les familles, tout ça, on oublie. Il y avait un peu de public chinois, mais bah, forcément, c'est pas le même réconfort que les gens que tu connais. Et puis cet univers un peu toujours cloisonné, avec le masque, avec les tests tous les jours, qui te met une petite pression à chaque fois. C'était vraiment une autre aventure, ouais. Mm. Et tu vas aussi dans quel état d'esprit au niveau résultat? Bah là, j'espérais un peu plus me rapprocher d'une médaille. J'avoue que je m'étais rapproché des podiums en Coupe du Monde, que je savais que peut-être que sur certains trucs, ça aurait pu jouer. Finalement, tout se passe pas hyper comme je veux. Je pense que le stress prend un peu le dessus. Il y avait aussi que c'était une neige très particulière qu'on n'avait pas pu tester avant, parce que normalement, ce que j'avais dit à Pyeongchang, on avait pu y aller un an avant. On avait un test event une Coupe du Monde organisée sur place. Là, avec le Covid, ça n'avait pas pu avoir lieu. Et en plus, Pékin, c'était vraiment full artif. Ils avaient créé une piste là où il n'y a pas forcément de station à la base, pas de neige. Et du coup, ça faisait vraiment une neige, un univers un peu particulier. Et on connaissait pas non plus la piste de vitesse et tout. Elle était très plate, avec un moment où il fallait vraiment pas se louper. Il y avait un gros toboggan là qu'on appelait, qui était un peu impressionnant, et qui conditionnait toute la course, parce que si tu sortais de ce toboggan sans vitesse, c'était fini. Derrière, il y avait un long plat, donc Ouais. fallait mettre une croix sur le truc. Et du coup, ouais, j'ai eu du mal à me mettre dedans, et au final, je finis, mon meilleur résultat, c'est 7e sur le podium, sur le slalom. On aimerait bien que le podium il aille jusqu'à la 7e place.
7e place sur le slalom sur la dernière épreuve et je me suis dit ouais j'ai un peu progressé par rapport au dernier jeu mais il en manque encore un peu et je pense que après c'est dans la tête aussi où il a fallu travailler un peu quoi. La peur, c'est arrivé, tu vois, sur les descentes. Il y a 2-3 descentes qui m'ont quand même fait un peu peur. Je pourrais en citer une qui va être prédominante. Là, c'est Cortina. J'avoue qu'on a un départ qui plonge vraiment un peu dans le vide. Alors, ça fait peur jusqu'au moment où tu le fais. Quand tu l'as passé une fois, tu te dis, bon, ça va, c'est pas si dur que ça. Mais peur et impressionnant. Et voilà, c'est sur 2-3 moments de descente où je me suis fait un peu peur quand même. Tu vois, je pensais pas quand on fait du ski alpin que on continuait d'avoir peur de la piste. La piste, elle est hyper lustrée. Enfin, vraiment, c'est autre chose que quand nous on fait juste du ski en tant qu'amateur. Et du coup, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit que c'est possible d'avoir encore peur de la piste. Bah, si t'écoutes tous les descendeurs, même on parle de Kitzbühel, Ouais. il n'y a pas un descendeur de quel que soit le niveau qui a pas peur. Hein. Même tu prends Cyprien qui a gagné les 2 Kitzbühel, je peux te dire que je suis sûr qu'il avait un peu peur au départ à un moment donné, quoi. Cette peur, elle te tétanise pas? Bah, cette peur, faut apprendre un peu à la gérer. J'ai l'impression elle me pousse aussi, quoi. Alors, faut pas qu'elle soit trop élevée. Enfin, si elle est trop élevée, justement, ben, il y a beaucoup de préparation pour arriver à la canaliser. Mais c'est aussi ce qui me donne envie d'y aller à des moments, quoi. Et par contre, une fois que tu passes la première porte, est-ce que Bah, elle se transforme en adrénaline et là, c'est le kiff. Ça, c'est la deuxième partie qui est kiffante. après il y a la partie plaisir, quoi, quand même. Bah ouais, moi souvent il y a des descentes où je suis arrivé en bas en me disant je me suis fait peur et en fait quand t'es dans la raquette d'arrivée tu te dis waouh mais c'était trop bien, vas-y on y retourne quoi. Donc elle se transforme totalement une fois dedans et après voilà t'as envie d'y retourner et après ça se passe bien. Et l'avantage de la descente c'est que bah on a quand même toujours une ou deux descentes d'entraînement. Donc ça permet justement de passer cette étape et le jour de la course de se dire bah là je peux me lancer et je donne le mieux quoi. Bah, l'excitation, ouais, elle vient avant un peu tous ces grands événements. Pareil, faut la canaliser. C'est l'excitation d'avoir envie que ça arrive, quoi. Là, tu vois, c'est dur, mais les échéances paralympiques, elles sont très longues et cette excitation, faut un peu la garder sous le coude et pas la faire exploser tout le temps, mais voilà. Mais ça arrive, enfin moi, ça arrive beaucoup à l'approche des gros événements surtout. Au début, ça me faisait beaucoup, hein, mais même quand j'étais petit, je me souviens les veilles de course, il y avait une excitation telle que voilà, j'en dormais pas. Maintenant, et c'est surtout là où je dis que l'expérience dans les jeux, tu vois, elle est pas mal. Et à force de faire des gros événements, tu dis bah en fait, c'est Léon Marchand qui avait très bien dit aux Jeux de Paris, c'est faut apprendre à se dire que quoi qu'il arrive, ça changera pas ma vie. Il y en aura peut-être d'autres. Enfin, moi maintenant, je peux me dire, j'en ai déjà fait certaines. Je joue pas ma vie sur ce truc-là. Et bah, tant pis. Enfin, ça se passera comme ça se passera, et ça fait redescendre un peu l'excitation, quoi. La frustration, il y en a eu beaucoup. Hein. La frustration quand tu as fait un peu des boulettes ou même là, sur ma chute aux mondiaux cette saison, la frustration de se dire putain, j'étais à 3 portes de l'arrivée en plus. J'ai juste à un moment fait une petite erreur qui m'a coûté toute la fin de saison et en fait, ça aurait pu faire une belle course, quoi. Enfin, j'étais bien parti en plus sur ce géant. Donc, c'est la frustration à chaque fois d'avoir fait la petite boulette de trop ou le truc qui a empêché la bonne perf ou le bon résultat derrière, quoi. Et ça, il y en a eu plusieurs. Hein. Je pourrais en citer plein. Tu parles des Coupes du Monde. Quand tu démarres une saison, tu y vas dans quel objectif? Est-ce que tu te dis l'objectif c'est de faire
le plus de podiums possible, c'est de ramener une victoire, c'est de ramener le globe. Bah, ça dépend. Il n'y a pas eu toutes les saisons pareilles. Après, tu vois, sur les années paralympiques, on se focalise quand même sur l'événement. Bah, après, peut-être des fois un peu trop. Moi, je me dis que si on le sacralisait pas autant, justement, ce que je disais, ça ferait peut-être une Coupe du Monde un peu plus classique Ouais, et en même ça temps, c'est tous les permettrait. 4 ans, donc c'est forcément sacré, quoi. C'est ça qui crée tout l'engouement autour, Mm. mais de trop le sacraliser, ça fait un événement qui fait un peu peur. Et du coup, non, ce serait plutôt voilà, de mettre des objectifs. Moi, je me suis remis l'objectif de me faire plaisir justement à des moments donnés pour me recentrer sur moi, ce que j'aimais et pour me donner envie de continuer. Sans même forcément parler de résultats. Je sais que si je fais une course où je me suis fait plaisir et justement j'ai pas fait la boulette de trop ou quoi, ou le truc un peu, enfin, qui arrive par inadvertance ou par trop de stress, bah le résultat il paye quand même à la fin. Et ça c'est un truc que j'ai préparé là avec mon prep mental assez récemment, c'est l'état d'esprit de ta course, il est beaucoup plus important que de se focaliser sur la technique ou le résultat. Si tu es dans un état d'esprit d'aller t'amuser et de faire une bonne course, tu feras une bonne course. T'as pas ce désir à tout prix d'enchaîner les podiums. C'est juste le plaisir, quoi. Ben si, j'aimerais beaucoup, hein, mais après, voilà, on peut pas, on n'a pas tout ce qu'on veut. Moi, le truc, c'est que bah, dans la compétition, il y a aussi une grosse part, et ça, c'est un truc que j'ai appris à gérer avec. C'est une grosse part, c'est pas nous qui la gérons, c'est les autres, quoi. On peut pas. On skie pour nous-mêmes et après les autres skient aussi et on compare à la fin. Et du coup, c'est plutôt d'arriver à trouver pour moi-même des facteurs qui permettent de dire si j'ai fait une bonne course ou pas, en fait. De savoir, bah voilà, si on bossait ça, je l'ai bien fait, j'ai pas fait d'erreur, voilà, et de me dire à la fin, en fait, si j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'ai skié à mon meilleur niveau, c'est arrivé 2-3 fois l'année dernière en Coupe du Monde. Souvent, il y a le résultat, j'ai fait un des podiums avec ça. En fait, quand tous mes témoins à moi de réussite ils sont au vert, généralement le résultat il suit quoi. Et après, bah voilà, il peut y avoir un athlète qui réussit mieux, qui fait mieux ou qui a un meilleur temps, mais ça c'est pas ma partie, donc je peux pas la gérer. Ouais. C'est pas un sport de confrontation, donc dans tous les cas, c'est soi avec soi-même, quoi. Ben ouais, il y a moi la piste, je fais ce que j'ai le mieux à donner et puis après on voit ce que donne le résultat, mais je contrôle pas forcément tout quoi. Pour la saison qui arrive là, donc on entre dans une saison paralympique avec du coup toute la préparation que ça implique, les sollicitations aussi probablement que tu vas avoir. Comment est-ce que ça va être tes 3e Jeux à Milan, donc presque à domicile, pas à domicile, mais on reste sur notre continent, on n'est pas si loin que ça en plus de d'Annecy, enfin on est dans les Alpes quoi, donc voilà. Comment tu prépares cette échéance-là et cette saison qui va être particulière par rapport à une saison traditionnelle? Ben, l'idée pour moi, c'est de justement pas changer trop de choses. Plus on va essayer de changer des choses spécialement pour le truc, plus on a de chances de se gaufrer à la fin. Le truc, c'est de consolider les acquis, on peut dire. C'est de voir tout ce qui a marché jusque-là. Là, on a l'avantage, tu vois, je parlais de Pékin où on n'avait pas skié, on découvrait le truc 3 jours avant la course. Là, on a déjà fait 3 Coupes du Monde, 3 années à Cortina. Oui, Cortina, c'est un site de Coupe du Monde qui est quand même souvent. Et qui est bien connu. La piste, je l'aime beaucoup, même si le départ est impressionnant. C'est justement ce genre de terrain souvent où j'arrive à m'illustrer. Donc, il y a plein de trucs qui font dire qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal là-bas. Voilà, après, moi, l'idée, c'est plutôt de faire comme si c'était une épreuve de Coupe du Monde classique. Ça s'est bien passé à chaque fois que j'y suis allé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que c'est les Jeux. Et on va pas essayer de réinventer la poudre la veille des Jeux parce que tous les moments on se fait péter à la figure, quoi. Et donc pareil, tu sauras un peu au dernier moment ta qualif.
Oui et non, parce que autant les premières années, j'étais un peu limite en termes de résultats. Là, je commence à rentrer dans les résultats qui font dire que si je suis pas pris, c'est qu'il y a quand même un souci, quoi. Donc, je suis un peu plus serein sur la sélection, parce qu'au final, nous, c'est plus une sélection qu'une qualification. En Ok. fait, les critères de qualification internationaux, ils sont assez bas au jeu pour ouvrir un maximum. C'est pour ça Ouais. qu'on a des pays qu'on voit très rarement en dehors, mais qui sont là au jeu Mm. pour représenter. Le but, c'est qu'il y ait le plus de pays possible représentés. Le truc, c'est que nous, en France, on est nombreux et on peut pas emmener tous les athlètes, donc c'est plutôt une sélection nationale qui prime sur la qualif, quoi. C'est quoi la consigne? Parce que, par exemple, tu vois, sur le biathlon, je sais que c'est ben, enfin, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être les 4 meilleurs du classement général. Hop, on part avec, et les autres, c'est des remplaçants. Vous, c'est quoi la règle? Ben, nous, c'est plutôt ouais, sur les podiums et tout que ça va se jouer. Souvent, c'est les médaillés des derniers mondiaux, ils ont une sélection d'office. Et après, c'est entre les podiums en Coupe du Monde. Et puis, en fait, ça va jusqu'au top 8 en Coupe du Monde. Et c'est là où, moi, sur mes premières années, j'avais fait qu'un top 8 l'année d'avant et j'étais un peu limite là-dessus. Autant là, bah, je suis quand même quasiment tout le temps dans les 8, assez souvent sur le podium. L'idée, ce serait bien que je fasse un ou deux podiums l'année prochaine avant sur les Coupes du Monde pour me mettre serein. Mais voilà, c'est un peu ces résultats et mes bons résultats passés qui me font dire qu'il y a quand même de bonnes chances que la sélection se fasse bien, quoi. Quel est le plus gros échec que tu as pu vivre dans ta carrière? C'est dur à dire ça. C'est dur à dire. Ben, tu vois, je parlais de ma classification. Moi, un des gros échecs, c'est de pas pouvoir prendre en compte mon épaule qui me joue des tours et qui m'empêche d'être très performant sur les skis. Ça, c'est un gros point noir. Et je pense que sans ça, ma carrière aurait été un peu tout autre. Donc, c'est plutôt ça mon gros échec. Mais pour le coup, là-dessus, tu peux rien changer. Bah, peut-être j'aurais pu, mais j'avais pas les armes qu'il fallait et pas ce qu'il fallait au bon moment quand je suis passé sur ma première classification, en fait. C'est surtout celle-là qui a été déterminante. Ah oui, ok, parce que tu aurais pu le mettre plus en avant, t'aurais pu. Enfin, qu'est-ce Ouais, qui. je pense que si on avait mieux préparé le truc, ça aurait pu changer un Ok. peu des choses. Et après, une fois que Mais c'est fait. j'étais pas au courant et je connaissais pas ce monde-là, voilà. Là, nous, on se rencontre parce que tu es ambassadeur des Eurogames, donc un tournoi européen multisport inclusif qui aura lieu fin juillet à Lyon. Donc, tu fais partie des 6 ambassadeurs français de cet événement. Vous êtes plusieurs handi, si je calcule, vous êtes 3. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir ambassadeur de l'événement? Bah, ce qui m'a décidé particulièrement, c'est mon cher ami Brice, qui était président de la section ski du handisport lyonnais quand j'ai commencé. C'est lui qui m'avait poussé beaucoup dans le handisport, qui m'a proposé cette expérience au sein de l'Eurogames, qui m'a un peu introduit dans les associations organisatrices et tout ça pour devenir ambassadeur. Donc c'est lui à qui je dois un peu centrer là-dessus. Ce qui me plaît vraiment, c'est l'idée d'ouverture. En fait, bah, moi, en côtoyant le haut niveau, on sait que le haut niveau, on se ferme beaucoup en termes de performance. Mais après, faut pas oublier que le sport, c'est important pour la vie de tous les jours, c'est important dans la santé et c'est un facteur aussi d'ouverture sociale. On partage des moments incroyables à travers le sport. On l'a vécu avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est pas que en regardant ou en supportant, mais c'est aussi en le pratiquant. Je te parlais d'adrénaline, moi que j'aime bien. Il y a aussi la dopamine que j'aime beaucoup après des gros efforts. Et avec la dopamine, on partage aussi, ça amplifie tous ces moments de partage ensemble. Et ce que j'aimais beaucoup dans la démarche, voilà, c'est d'ouvrir à un maximum de monde une compétition de haut niveau, parce que c'est quand même un niveau européen, et à permettre vraiment à tout le monde, quel que soit voilà, son genre, son origine, ses croyances religieuses, son handicap ou quoi que ce soit,
de pouvoir venir partager ces événements, de pouvoir aller sur un niveau de compétition quand même assez haut et sans barrière justement à l'entrée, même sur la performance et tout, et de partager tout ça, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment ouf dans cet événement, et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde pour partager tout ça. On l'espère. Ça va être une grande fête du sport en tout cas, et c'est aussi là où, pour échanger avec pas mal d'athlètes, j'ai l'impression que vous vous retrouvez avec les ambassadeurs. Il y a le sport évidemment, mais le sport, ça peut être aussi célébré et ça peut aussi être une fête, et du coup ça va être l'occasion. Bah, il y a ça, hein, c'est aussi orienté festif, hein. Je sais qu'il y a plein de soirées prévues après pour partager, ben voilà, et puis échanger sur ces émotions, parce que à travers les compétitions, forcément, on vit plein de moments forts, et de pouvoir en faire la fête autour, d'en discuter et tout. Après, c'est aussi des bons moments. Ouais, en faire une fête du sport, parce qu'après, il y a aussi des gens sûrement peu sportifs qui vont faire leur premier pas là-dessus, et de montrer que c'est convivial, qu'on s'amuse. Et je parlais de beaucoup de plaisir qui m'a drivé dans toute ma carrière. Si on peut donner du plaisir aux gens à pratiquer du sport, on parle de santé, de bien-être, de sport santé, et de tous les bienfaits du sport sur la santé. Et là, si on encourage les gens, c'est un gros objectif d'atteint aussi. Et toi, tu vas pratiquer, tu vas aussi être en compétition sur le 10 km en course à pied. C'était important pour toi? C'était assez important. J'avais déjà fait Tigali l'année dernière. Du coup, j'ai pu un peu voir comment ça se passait. Et pour moi, oui, quand il m'a dit ambassadeur, ça me paraissait important d'être ambassadeur, mais de participer au moins à une épreuve, à une discipline. Et là, moi, il y avait le 10 km qui se prêtait bien, parce que j'ai fait un semi-marathon il y a un mois. Et dans mon plan d'entraînement, la course à pied est assez présente. Donc, de pouvoir faire ce 10 km avec les sportifs, de pouvoir aussi montrer, parce que voilà, on dit qu'on est des personnes en situation de handicap qui font du sport, mais de le montrer pour de vrai, tu vois, de prendre un départ avec en même temps que tout le monde, avec la prothèse et tout, c'est le meilleur moyen de montrer que c'est possible et qu'on arrive tous à partager ça à la fin, quoi. Toi, dans ton quotidien d'athlète de haut niveau, j'imagine que tu donnes des conférences, que tu fais ce genre de choses, où en tout cas on voit beaucoup les sportifs le faire. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, je fais pas mal d'interventions, de conférences, milieu scolaire et entreprise. Sur quoi est-ce qu'on te demande d'intervenir? Est-ce qu'on te demande d'intervenir sur la vie d'athlète de haut niveau? Est-ce qu'on te demande d'intervenir sur la prévention, sécurité routière, puisque c'est là-dessus que tu as eu ton accident? Enfin, en fait, en vrai, ça me questionne de savoir qu'est-ce qu'on te demande. Bah non, pour moi, sécurité routière, pas trop. J'avoue que ça me viendrait pas à l'esprit de dire j'ai grillé un stop, ne faites pas pareil. C'est con, hein, mais j'en parle quand je fais mes discours. Je pense que les gens comprennent assez vite qu'il faut pas le faire, mais je me verrais pas faire tout un laïus là-dessus. Non, je parle plutôt un peu ce que je vais faire en tant qu'ambassadeur aux Eurogames, de montrer le handicap, de montrer l'acceptation du regard des autres. C'est beaucoup ça aussi, hein. Quand je vais en milieu scolaire, quel que soit un peu le truc, c'est de dire aux enfants que, en fait, voilà, moi j'ai une différence. C'est ma jambe. Je sais que ce qui a été dur au début, c'était le regard des autres. Beaucoup des enfants qui, tu vois, qui n'ont pas de filtre, qui bloquent parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et du coup, c'est de leur montrer qu'une fois que j'ai passé cette barrière d'accepter mon handicap, de dire, voilà, maintenant je vais vivre avec, d'en faire un peu une force, de le transformer, voilà, en performance sportive. Et maintenant, je le vis pleinement. Je suis très content de ma vie actuelle là-dessus. Et c'est plutôt ce message que je vais un peu passer. Et dans les entreprises, ça dépend. Des fois, on va plus chercher le côté juste performance sportive, en oubliant un peu le handicap, même si je raconte forcément mon parcours. Mais il y a tout ce qui est résilience et rebond. Et puis après, comment je me prépare à être performant en tant que sportif de haut niveau tout court. Et des fois, un peu aussi de regard des autres, parce que le monde de l'entreprise est toujours aussi bloqué là-dessus. C'est tout con, mais des fois, on n'ose juste pas dire qu'on est handicapé dans certaines entreprises par peur du regard des autres. Et c'est un frein pour tout le monde, parce que l'entreprise peut pas réagir si elle le sait pas, et la personne le vit sûrement mal à le cacher, alors qu'en l'ouvrant, des fois,
ça se passe 10 fois mieux. Toi, dans ta carrière sportive, de te remettre au haut niveau après l'accident, ça t'a permis du coup d'avoir une carrière de sportive, de te professionnaliser, etc. Comment t'envisages la suite? Parce que donc là, il y a l'année paralympique. Est-ce que tu te vois aller jusqu'en 2030 aux Jeux à la maison, dans les Alpes, en France? Enfin, est-ce que tu as déjà un peu un planning dans ta tête? Pas du tout. J'avoue que j'aime pas trop ça, mais là, je vis un peu au jour le jour. J'ai fait bénévole à Paris. Je suis ressorti de Paris en me disant faut que je fasse 2030 parce que c'était trop bien et j'ai envie de vivre ça. Et puis après, ben voilà, je sais que ça fait déjà 10-11 ans que je suis à haut niveau. Faire 4 de plus, c'est quand même éprouvant, hein. Malgré tout, on pousse notre corps à bout tout le temps, hein, dans la préparation physique, mais aussi sur les skis. La chute, tu vois, m'a permis de relativiser, de me dire que ben, je suis quand même humain, que je pouvais me briser et tout pouvait un peu s'arrêter très vite aussi. En fait, elle remet un peu la réalité en face. Et du coup, ben, je verrai un peu ce qui vient au jour le jour. Je verrai déjà comment se passent ces jeux, médaille, pas médaille, qu'est-ce que sont mes perspectives derrière. Et puis après, c'est aussi des opportunités. Si j'ai des opportunités pro qui se dégagent plus, à voir. Si je vois que j'ai l'opportunité d'aller jusqu'en 2030 et que ça se passe bien, pourquoi pas. T'as pas encore réfléchi à l'après-carrière, c'est pas encore un sujet? En fait, moi, j'ai toujours un emploi. Je suis employé en entreprise. Le but, c'est que j'avais quand même fait une école d'ingé et un master en administration des entreprises. Donc, je voulais garder un peu mon bagage professionnel. Donc j'ai fait le choix de rester en emploi adapté, je dis adapté au sens où je suis libéré pour la pratique sportive. Et du coup, je vais toujours travailler régulièrement. Là, c'est chez Somfy que je suis employé en tant que chef de produit. Qui est bien associé au sport en plus, au sport d'hiver notamment. Qui a une bonne empreinte sportive et qui est bien dans le truc. Voilà, je sais qu'à tout moment, si j'arrête le sport, je peux reprendre mon job à 100%. Je saurais quoi faire en tout cas. Je ne serai pas dépourvu. Après, sûrement adapté, à voir, ou si je transforme, je me poserai les questions quand elles viendront. J'ai cette sécurité de me dire, voilà, si demain je dis d'arrêter ma carrière, ben, je reprends mon job et puis ça me laisse le temps de réfléchir et de voir autre chose peut-être. Et voilà, j'aurais pas trop à... Mais du coup, c'est préparé sans être préparé. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres opportunités. Oui, c'est juste avant même de dire je fais du sport de haut niveau à 100%, tu avais déjà engagé des études et tout. Donc en fait, c'est le chemin naturel. Ma carrière pro était plus tracée que ma carrière sportive avant que je me relance à 100% dans le sport. Donc, je peux revenir dessus très vite. C'est un gros avantage pour moi. Et après, voilà, je disais, j'ai aussi préparé mon diplôme de moniteur de ski. Je me laisse la possibilité de pouvoir continuer après une autre voie professionnelle dans le ski aussi. J'avoue que toutes les questions se répondront quand elles deviendront nécessaires. Et voilà. Mais très bien, ça nous permettra de nous revoir dans quelques temps pour savoir où t'en es et si tu prépares 2030 ou si tu retournes chez Somfy. Exactement. Pouvoir faire ça après les Jeux. Exactement. Quelques petites questions pour finir. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète, quel que soit son sport, quelle que soit sa pratique, pour une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Bah, je pense que je resterais quand même dans le ski. Je me verrais bien dans la peau d'un Odermatt, tu vois, sur une descente de Kitzbühel ou un truc comme ça. Juste pour voir ce qu'il vit sur une journée comme ça. Que ce soit la course et l'après-course. Malgré tout, tu vois, il y a ce que je disais, sur nos Coupes du Monde, on peine à avoir du monde. Nous, les Jeux, ils sont énormes parce qu'il y a du public. À l'inverse, les valides, c'est limite les Jeux, ils avaient moins de monde que sur leurs gros événements, leurs grosses Coupes du Monde, quoi. Tu vois un Kitzbühel avec 100 000 personnes, à Pyeongchang, il n'y avait pas 100 000 personnes. Et enfin, dernière question, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Bah, je serais curieux d'entendre Hyacinthe de Le Place, je sais pas si tu le connais. Non. En plus, lui, il a un passif d'athlétisme para. Ok, trop bien. Où il avait fait Londres, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, il s'est reconverti dans le ski. Il sera aussi au départ de Cortina. Ok, et bah écoute, avec plaisir. Je l'attends à ce micro avant les Jeux peut-être ou
peut-être après, selon la préparation, comment elle se déroule. Bah lui, en plus, du coup, il y a moyen que ce soit ses derniers jeux, donc c'est un peu sa dernière expérience d'année au niveau. Mais ouais, je serais curieux de savoir tout ce qu'il a à dire, répondre à toutes tes questions. Et écoute, avec plaisir. Merci pour ton temps, merci pour ton partage, c'était vraiment riche. On te retrouve fin juillet à Lyon pour les Eurogames. Et puis pour ceux qui écoutent cet épisode un peu plus tard, on te retrouve en mars à Milan, à Cortina pour toi. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne préparation pour tous ceux qui préparent les Eurogames et je vous attends nombreux. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!